Bonjour à tous, bienvenue pour ce Facebook Live qui est consacré aux clés de la réussite au CRFPA. Alors, ce Facebook Live est consacré aux clés de la réussite au CRFPA, c'est-à-dire que l'on a, dans le cadre de cette discussion-là, un certain nombre de questionnements lorsque l'on souhaite réussir le CRFPA par rapport justement à la meilleure façon de s'organiser. On est désormais à la mi-avril. Et à la mi-avril, l'idéal, c'est véritablement d'avoir d'ores et déjà ici une petite idée de la façon dont on va pouvoir organiser ces révisions. Alors, comment organiser ces révisions? Comment se préparer? Bonjour Nicodime, déjà je suis ravi que vous nous rejoigniez pour cet élément-là, pour cette discussion. Je vois que vous êtes très fidèles à nos vidéos. L'idée de façon générale, c'est que avant même de débuter et d'envisager justement les différentes clés de la réussite, il y a un élément central, c'est l'élément essentiel pour justement optimiser ses chances de réussite. Cet élément a trait nécessairement à la gestion du stress. Alors la gestion du stress, c'est un élément qui est tout à fait essentiel, et cet élément qui est essentiel, on va en voir les différentes grandes étapes. C'est-à-dire que il existe trois profils de candidats. Ces trois profils de candidats sont tout à fait différents. Le premier profil de candidat réside dans le fait que généralement, lorsque l'on passe un examen, on va perdre une partie de ses capacités lors du passage en lui-même. C'est-à-dire que vous allez rencontrer la difficulté suivante, vous passez votre examen, et quand vous sortez, au moment précis où vous sortez, vous dites « Ah, c'est zut, c'est ça justement qu'il fallait dire, et pas ce que j'ai pu mettre moi-même ». Donc ça, c'est un premier profil. Et ce premier profil-là est un profil qui est un profil tout à fait, on va dire, classique chez l'étudiant, qui va perdre à peu près 20% de ses capacités lors de l'examen. Perdre 20% de ses capacités, c'est un élément qui est normal, logique. On peut réduire un petit peu encore ça. Il y a, on va dire, une autre catégorie d'étudiants ici. Cette autre catégorie d'étudiants, et là par contre, ce sont des étudiants qui sont particulièrement rares, c'est des étudiants qu'on va qualifier d'étudiants de type Michael Jordan, qui sont meilleurs dans le money time, c'est-à-dire sous stress, ils sont meilleurs que les autres. Ils sont meilleurs, ils donnent la pleine mesure de leur capacité. C'est assez rare. Michael Jordan avait justement cette spécificité-là, qui est une spécificité très particulière, c'est-à-dire que ses statistiques pendant le money time, c'est-à-dire pendant les 2 dernières minutes de temps de jeu, étaient meilleures que les statistiques pendant le reste du match. Alors, c'est tout à fait paradoxal. Ça arrive parfois d'être meilleur sous stress. C'est un élément qu'il faut valoriser, il faut le prendre en ligne de compte. Et puis, il y a l'autre catégorie, celle sur laquelle c'est pas nécessaire, c'est indispensable de travailler, c'est quand on perd au-delà de 30%, 40% de ses capacités lors de l'examen. C'est les personnes qui vont se décomposer. Là, il y a plusieurs éléments qui ont trait à ça, et notamment parmi ces éléments, il y a la perte de confiance totalement en soi et la gestion du stress. Donc, tout ce qui va suivre par la suite, en fait, est destiné à essayer de juguler les différents paramètres. D'abord, quel est l'élément qui vous fait le plus stresser? La réponse à cette question est assez simple, c'est l'aléa. L'aléa est terrible. Alors, premier questionnement par rapport à l'aléa, c'est de se dire, cet aléa, il est inhérent à l'examen. D'abord, premier élément, c'est la peur de l'inconnu. On arrive, alors ceux qui le passent pour la première fois le savent très bien, on arrive le jour J, on ne sait pas trop où, comment ça va se passer, etc. À ce titre-là, et ça c'est un des éléments sur lesquels on va commencer à travailler beaucoup, la peur de l'inconnu, c'est du fond et c'est de la forme. D'abord, premier aspect, l'organisation des révisions. Ensuite, deuxième aspect, les entraînements. Plus on s'entraîne, moins l'examen paraîtra comme quelque chose d'inédit. Alors, l'idée essentielle, c'est quoi? Ça va être justement de mettre en place ces différentes structures. Donc, je vais répondre à vos questions au fur et à mesure. Je vois que Gabriel m'a posé une question. Est-ce que c'est trop tard pour commencer ces révisions? Gabriel, non, c'est pas trop tard pour commencer ces révisions. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, il nous reste pas mal de temps. On est mi-avril, l'examen il a lieu en septembre. Certains ont consacré, c'est vrai, une année dédiée. Pour ceux qui ont consacré une année dédiée, une préparation long cours, il faut s'entraîner, mais maintenir la motivation au fur et à mesure. Le risque, c'est quand on a une année dédiée, c'est de considérer l'examen finalement comme une des étapes. Là, il vous reste suffisamment de temps. La seule chose, c'est d'essayer d'essayer de bien vous connaître, utiliser un petit peu l'expérience passée, donc tout au long de votre cursus, pour savoir ce qui vous correspond le mieux. Ce qui vous correspond le mieux,
Ce peut être une préparation qui est réduite dans le temps, mais extrêmement intense, ou une préparation qui prend un peu plus de temps au départ, qui permet de dresser les contours d'un diagnostic, qui vous permettra comme ça de savoir quelles sont vos qualités et vos défauts, vos mérites pour l'examen, avant par la suite d'essayer de trouver les solutions. Voilà, ça c'est l'élément essentiel. Ce n'est pas trop tard, mais il faut néanmoins qu'à l'heure actuelle, à mon sens, on travaille sur cette idée de réduire l'aléa. Plus vous vous posez de questions, plus ce qui va se passer par la suite, ça va être difficile pour vous. Si à l'heure actuelle, vous ne savez pas encore comment vous allez préparer, c'est un élément qui est stressant. Ce stress que vous générez aujourd'hui peut avoir des conséquences néfastes le jour de l'examen. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Il faut déterminer d'abord sur quoi on va travailler. Ensuite, il faut déterminer une grille par rapport à ces entraînements. Qu'est-ce qu'on attend de ces entraînements? Et enfin, dernier élément, il faut essayer de voir ce qui vous correspond le mieux comme type de préparation. Alors, d'abord, les supports pédagogiques. C'est un point qui est absolument essentiel, les supports pédagogiques. Et c'est là une des deux grandes difficultés. Bien évidemment, le premier élément pour Fatima, pour bien préparer son examen, c'est d'avoir de bons supports pédagogiques. Les bons supports pédagogiques, on peut être tenté par plusieurs possibilités. La première de ces possibilités, c'est quoi? Ça va être de se dire, je vais me tourner vers le monde de l'édition et les différents éditeurs juridiques, et je vais prendre le manuel rédigé par l'enseignant le plus prestigieux dans son domaine. Ce peut être une tentation qui est une tentation tout à fait intéressante. Cette tentation, néanmoins, peut poser des problèmes. D'abord, par rapport à la fraîcheur des renseignements qui y sont donnés. J'entends par là qu'on vient par exemple d'avoir une réforme qui est une réforme très dense, qui modifie beaucoup les matières procédurales de procédure pénale et de procédure civile. C'est une loi du 23 mars 2019. Il est essentiel que votre support pédagogique intègre cette réforme. Premier élément. Deuxième élément, attention, souvent, les manuels sont calibrés pour préparer à l'examen, mais surtout pour présenter une matière de façon complète. Or, à l'examen en 2019, votre examen du CRFPA se compose de cas pratiques et de consultations juridiques. Il faut une dimension pratique. Les données de droit comparé, d'histoire du droit, les cheminements historiques et ainsi de suite peuvent n'être pas appropriés. Enfin, dernier élément, et c'est un des éléments centraux, est-ce que votre ouvrage est un ouvrage qui donne des opinions qui sont suffisamment tranchées pour vous permettre d'appréhender l'ensemble de la matière? Ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, quand on prend l'épreuve de procédure civile, il vous faut, pour manier bien cette épreuve, un ouvrage sur les mesures alternatives de règlement des litiges, un ouvrage de procédure civile et les procédures civiles d'exécution. Donc déjà 3 ouvrages. Il faut qu'il y ait une concordance entre ces différents ouvrages, ou encore un ouvrage central qui regroupe tout. Pour la procédure pénale, il faut vous trouver un ouvrage de procédure pénale et un ouvrage d'exécution des peines. Pour les différentes options, ça va être la même chose, c'est-à-dire trouver des ouvrages qui intègrent les différents points. On pourrait évoquer aussi par exemple le droit administratif, un ouvrage de droit administratif général, plusieurs autres ouvrages, dont des ouvrages de droit des étrangers, donc des choses qui sont des choses tout aussi essentielles. Alors, on a comme ça beaucoup de supports qui sont des supports différents. Tiens, Elias, je vois que vous nous avez rejoint. Je suis ravi de vous revoir. Alors, on a comme ça des conseils qui peuvent être des conseils tout à fait différents. Il va vous falloir des ouvrages qui sont des ouvrages à jour. C'est là où on peut se tourner vers d'autres contenus. Ces autres contenus, c'est assez piégeux, c'est d'évoquer les supports pédagogiques qui sont fournis par les différentes prépas. Là, la difficulté, c'est comment s'assurer, quand on n'a pas d'abord eu le support, de la qualité de ces supports et de leur date de fraîcheur. Alors, pour ce faire, dans certaines structures, on vous le fait assez allègrement. Je pense que c'est quelque chose dont on doit absolument, quand on est étudiant, profiter. C'est de ne pas aller, on va dire, vers une structure sans avoir au préalable s'être assuré de la qualité des supports. Et c'est là une des difficultés un petit peu des réseaux sociaux, la qualité des supports qui est proposé. Eh bien, si vous avez un retour qui est un retour des années précédentes, ce ne correspond peut-être pas à ce qui existe en la matière. Il y a dans les prépas, vous le savez très bien, les enseignants ne restent parfois pas très longtemps. Les supports sont parfois refaits.
Donc, l'idée de façon générale, c'est de demander à la prépa qui vous intéresse, quel que soit le type de prépa, qu'elle soit une prépa publique ou une prépa privée, de savoir qui est l'auteur, d'une part, et puis aussi, surtout, de savoir s'il est possible d'avoir en amont, avant l'inscription, un extrait du support pédagogique en question. Alors, bien évidemment, à Subaru, c'est ce qu'on vous propose, mais je crois que d'autres structures le proposent également. C'est l'aspect qui est un aspect essentiel. Moi, je vous incite à aller le plus tôt possible vers ce qui vous correspond le mieux par rapport à votre base, à votre support pédagogique, parce que ce support pédagogique va vous accompagner partout. Autre élément qui va vous permettre de lutter contre le stress le jour de l'examen. Il faut que vous vous disiez, c'est essentiel pour les matières de droit privé, bien sûr, un petit peu de côté par rapport aux matières de droit public, mais c'est le cas également, il vous faut des codes à jour, c'est-à-dire des codes estampillés 2020, pas 2019, 2020. Donc, de ce point de vue-là, ils vont sortir à peu près au mois de juillet. Là, dès le mois de juillet, l'idée, c'est de se familiariser étroitement avec ces codes, de travailler à partir des codes. C'est le point qui est le point absolument essentiel. J'ai consacré une vidéo spécifique à la matière de procédure, mais c'est le cas pour les différentes matières. L'idée, de façon générale, c'est de parvenir le jour J avec justement des codes. Le code, je le dis systématiquement, c'est votre meilleur ami. Il doit vous accompagner absolument partout. Il sera là le jour de l'examen. C'est lui qui peut vous sauver. Donc, le code, il est essentiel. Support pédagogique qui va vous accompagner pour toute la préparation et le code qui vous accompagne jusqu'à l'examen. Ça, c'est les deux premiers éléments, les deux clés de la réussite essentielles qui résident là-dedans. Troisième clé de la réussite, et c'est pas des moindres, c'est s'entraîner régulièrement. S'entraîner régulièrement a plusieurs vertus. D'abord, la première vertu, c'est rassurant de s'entraîner. Ça n'a l'air de rien pour certains d'entre vous, mais 2 des épreuves du CRFPA sont particulièrement éprouvantes pour l'étudiant. La première, elle est connue, c'est la note de synthèse. 5 heures d'une épreuve qui est particulièrement longue. 5 heures d'une épreuve, on fera peut-être, si c'est demandé par les étudiants aussi, une vidéo spécifique à la note de synthèse, mais par rapport à la note de synthèse, nous ne sommes pas égaux, on le sait très bien. Par rapport à la note de synthèse, même si certains essaient de vendre une préparation qui est uniforme, il n'y a pas de préparation uniforme qui est possible, qui est concevable. Le problème de certains, c'est la rédaction, d'autres, ce sont les titres, d'autres, la formulation du plan. Enfin, pour certains, c'est la lecture. Partant de cette considération-là, il faut avoir une méthodologie, un timing qui est spécifique. 5 heures, c'est très long, on commence par là, on finit souvent épuisé et on tient comme ça, on est conduit à avoir véritablement parfois des difficultés par rapport à cette épreuve spécifique de note de synthèse. N'hésitez pas d'ailleurs, au cours de ce Facebook Live, si vous avez d'autres questions, à les approfondir. Ensuite, l'autre épreuve qui est particulièrement éprouvante, c'est l'épreuve de procédure, pour 2 raisons. Elle est très courte. Quand une épreuve est très courte, c'est pas pour autant qu'elle est beaucoup plus facile à gérer. Au contraire, tout va très vite. Ça crée beaucoup de frustration et on a accumulé la fatigue des jours antérieurs. Beaucoup d'étudiants sont tentés, le dernier jour, d'essayer quelque chose de nouveau parce qu'ils se disent « je vais tout tenter, je vais tout donner ». Non, il faut rien lâcher jusqu'au bout. C'est-à-dire que, par rapport à cette dernière épreuve, il faut être extrêmement sérieux et rigoureux. Pour ce faire, il faut que vous sachiez, avant d'aller dans chacune des épreuves, la méthode que vous allez employer et que vous vérifiez également votre matériel. Alors, pour ce faire, donc je vous disais, c'est l'entraînement. Ça vous permet d'éprouver justement ce matériel. Ce matériel, c'est un certain nombre d'éléments. C'est des choses toutes simples, toutes bêtes. Le jour J, il se peut qu'il y ait, à un moment donné, une difficulté, c'est-à-dire une perte totale d'énergie. En faisant ça, en vous entraînant régulièrement, vous saurez ce qui vous correspond le mieux. Est-ce que c'est une barre de céréales? Est-ce que c'est du chocolat? Est-ce que c'est un paquet de chips? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Il faut que vous éprouviez ça. Il faut également que vous vous minutiez. S'entraîner, c'est bien, mais il faut le faire dans les conditions d'examen, sinon ça ne sert à rien. Alors, on voit ça assez régulièrement. Je vais vous donner justement quelques hypothèses qui sont des hypothèses types d'étudiants qui parfois ici s'égarent. Première hypothèse type d'étudiant, voici un étudiant qui va venir et qui va composer en prépa avec son fascicule ou son ouvrage sur les genoux. Ça ne sert à rien, juste à le rassurer. Dans ce cas-là, qu'il dise les choses franchement, qu'il aille voir son correcteur en disant « je ne veux pas être noté sur cette composition-là, mais je veux avoir ma motivation, c'est-à-dire je veux avoir également le retour d'un correcteur ».
Donc ça ne sert à rien. Deuxième élément, et là je m'adresse à certains d'entre vous qui ont la chance de toujours continuer à fumer au moment de l'examen. D'abord, première chose, pourquoi la chance? Parce que j'ai une bonne nouvelle, enfin j'ai plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer. D'abord, première bonne nouvelle, certainement pas le moment d'arrêter. Hein, vous me disiez, est-ce que c'est trop tard pour commencer ces révisions? On est mi-avril. Non, mais c'est trop tard par contre pour se décider d'arrêter de fumer, se décider à faire du sport ou se décider à changer totalement des éléments de sa vie privée. C'est pas le moment qu'il y ait une grande instabilité dans votre vie. Donc, l'idée de façon générale, c'est que quand, par exemple, on est fumeur ou accro au café ou addict à d'autres choses, c'est que quand on compose un examen, on ne fait que ça. Le téléphone portable doit être éteint, sinon c'est pas représentatif. Vous allez pouvoir avoir justement eh bien, des distractions à côté et par la suite. Donc, moi, ce que je vous conseille tout particulièrement, ça va être justement d'essayer de faire en sorte de vous entraîner très régulièrement dans les conditions d'examen. Et dans les conditions d'examen, c'est aussi parfois ne pas discuter. Alors, bon, je sais, c'est délicat, on noue des amitiés, etc. Mettez-vous à côté de gens que vous ne connaissez pas. C'est quelque chose qui est toujours tout à fait préférable. Bon. Alors, une fois que ceci est dit, ces différents entraînements, ils doivent vous conduire à faire un certain nombre de choses. D'abord, entraînez-vous, d'accord? Mais, quand bien même ici, ça risque de me poser quelques problèmes de dire cela, essayez de vous entraîner et d'avoir une correction. Ce que j'entends par là, il existe un grand nombre d'ouvrages qui vous proposent des sujets et des corrigés. Très bien. Ça vous permettra de connaître vos erreurs sur le fond. C'est-à-dire savoir si la réponse 1 est exacte ou non, la réponse 2 est exacte ou non, mais en rien, ça va vous permettre d'avoir des commentaires sur la forme. Il est important que vous vous fassiez corriger. Alors, se faire corriger, là encore une fois, c'est un aspect qui est essentiel et des choses à attendre de cette correction. Premier élément à attendre, je crois qu'on a été tous dans nos études de droit trop biberonnés au contrôle continu. Donc, ce que vous risquez d'avoir, c'est que vous allez être tout à fait fier lorsque, durant votre préparation, vous allez avoir toute une discussion qui aura trait au point de savoir si vous avez eu plus que Franck et si Kevin a eu moins de points que vous, etc. Ça sert absolument à rien. D'abord, je vous rappelle que vous êtes IEJ par IEJ, qu'il existe encore quelques petites spécificités d'un IEJ à l'autre par rapport à la correction. Et que le deuxième élément, c'est que l'objectif est de réussir le jour de l'examen, pas lors de la correction. Lors des entraînements, il faut s'entraîner, c'est-à-dire parfois tenter des choses. J'ai envie, mais en même temps j'ai pas envie, de prendre un exemple qui est lié au foot. Prenons une expérimentation hasardeuse. Hier soir, la composition du PSG, composition hasardeuse face au deuxième du championnat de France, quand bien même qu'il y a un léger écart, on va dire, en matière de budget, ça conduit à des catastrophes. Donc l'idée, c'est d'expérimenter au maximum lors des entraînements pour pouvoir, le jour de l'examen, savoir ce qui est mieux pour vous. Et prendre chacun des entraînements comme étant justement lié à un objectif qui est clair, la réussite. C'est-à-dire que vous devez tirer un enseignement de chaque entraînement. Premier entraînement, par exemple sur la note de synthèse, si j'en ai pas composé pendant l'année, ça va être d'essayer de voir comment je peux gérer mon temps. Donc de trouver plus ou moins mon timing. Ensuite, deuxième élément, ça peut être de trouver d'autres aspects. Moi, sur la note de synthèse, comme premier élément que je vais essayer de rechercher, ça serait, dans ce cas-là, ça serait, dans une hypothèse comme celle-ci, d'essayer de trouver la meilleure façon de lire les documents. Pourquoi? Parce que pour ma part, mais ma méthode a changé par rapport à la note de synthèse, que ce soit pour la composer ou pour l'enseigner. Pour la note de synthèse, ce qu'il faut surtout, pour moi, c'est trouver une méthode qui me permette d'avoir le minimum de temps de lecture, car au bout de 40 minutes à peu près, tout ce que je lis est quasiment inutile. Donc, de trouver sa méthode au fur et à mesure. Et ensuite, surtout, de conserver ses copies. Les annotations doivent être toutes ici assimilées. La note n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de savoir tel élément. Par exemple, premier galop d'essai qui va porter sur un élément en droit des obligations sur lequel vous êtes particulièrement à jour, vous pensiez être à jour, vous avez 2, on vous dit c'est nul sur le fond, là vous savez que vous allez avoir du travail à effectuer sur le fond. Mais si on vous dit, voilà, vous avez un joli 8, mais sur le joli 8, vous connaissez tout. Par contre, c'est pas un exercice pratique que vous fournissez. Vous mélangez droit et fait. Là, c'est essentiel.
Et pour vous améliorer, il suffira de bien pratiquer votre syllogisme, de bien vous inspirer du corrigé qui vous est proposé. Et c'est là où on peut avoir des difficultés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des corrigés qui sont des corrigés magnifiques, merveilleux, qui vous plaisent, parce que c'est un côté rassurant à ça, qui font 20 pages. Mais ce n'est pas du tout représentatif de l'examen. L'examen, c'est qu'il vous faut un corrigé qui soit susceptible d'être fait dans le temps qui vous est imparti. Une sorte de copie type parfaite. C'est ça l'idée du corrigé écrit stéréotypé. Et la correction manuscrite qui arrive sur votre copie est justement destinée à ça. Pareil, de la même façon, il faut que votre copie ressemble à une copie d'examen. Ne composez pas par ordinateur. Composez de façon manuscrite, quitte par la suite à scanner votre copie pour l'envoyer. Sinon, une nouvelle fois, ce n'est pas représentatif. Alors, je vous salue Brahim également. Donc, vous me demandez, avant le commencement d'une estivale, comment réussir à être performant quand on occupe un emploi à temps partiel. Ça vous arrive d'être totalement épuisé. Ah, d'accord. Bon, bah écoutez, l'idée là, dans ce cas-là, c'est quoi? Comment réussir à être performant? Nous ne sommes pas égaux face à cet examen-là. Il faut se donner des petites missions à remplir liées à l'examen. Votre temps doit être optimisé. Alors, le temps doit être optimisé, d'abord, au mois d'avril, ce que je conseille tout particulièrement aux étudiants, c'est d'éliminer de leur vie les indésirables et d'essayer de se simplifier la vie. Alors, les indésirables, il y a tout un aspect vie privée. Là-dessus, je vais avoir du mal à vous coacher sur votre vie privée, parce que ça ne me regarde pas. L'idée, de façon générale, c'est quoi? C'est de réussir également, de ce point de vue-là, à faire en sorte de vous entourer de personnes qui, vous connaissent bien, vous apprécient, et vous soutiendront pendant tout l'examen. À ce titre-là, on peut relever un certain nombre d'expériences personnelles. Je me souviens à un moment donné d'une expérience personnelle de quelqu'un avec qui j'étais, que je côtoyais, qui m'avait dit au début de l'agrégation, qui bosse d'ailleurs dans une structure concurrente, qui m'avait dit au début de l'agrégation, écoute, je pense que tu vas être insupportable pendant cette période-là, donc je ne serai pas là au bout, donc je ne suis plus là désormais. C'est très dur, c'est assez violent, mais au moins les choses sont simples. L'idée, ça va être donc de se simplifier la vie. Se simplifier la vie, c'est de vous dire un certain nombre de choses. Brahim, est-ce que dans toutes les obligations que vous avez, je ne vous parle pas des obligations professionnelles, ce qu'il faut comprendre, c'est que les études coûtent cher, une préparation coûte cher, et que justement, vous avez le mérite de tout faire pour réussir. Donc, l'idée d'abord, c'est d'essayer de faire en sorte de trouver du temps. Dans ce temps-là, de consacrer une partie de ce temps à de la vie privée et à du repos. C'est important, votre cerveau est un muscle, le muscle a besoin parfois de se reposer. Pour se reposer, il y a différents éléments, dormir, voir des amis, s'amuser, regarder la télé, des choses simples. Mais ça, c'est un élément qui est assez important. Ça vous permettra d'être plus réactif parfois sur le fond. En même temps, une façon de travailler, c'est quoi? C'est de relire ses copies. C'est de lire son code. C'est de se tenir au courant de la culture juridique générale, qui est une des parties du grand O. Mais pour ce faire, il y a des éléments qui sont très simples. Par exemple, pour vous rendre à votre travail, j'imagine que vous prenez un moyen de transport. Ce moyen de transport qui peut être simplement vos pieds, vous pouvez parfaitement écouter sur votre téléphone, par exemple les flashs juristes de Subaru, les grands noms du droit qui vous sont également proposés sur notre page, ou encore lire quand on est dans le train, le bus, le métro et ainsi de suite, et lire un certain nombre de blogs. Ce titre-là, bien sûr, je pourrais parler du mien, mais on peut également évoquer le blog, et c'est le blog essentiel pour Liberté, Liberté, Liberté Chérie, Dalloz Actualité ou les dépêches juristes classeurs, le matin, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin, c'est une façon de travailler. Autre élément pour bosser les écrits, le code. Vous vous trimballez partout avec un code, et vous lisez le code. Vous regardez les jurisprudences, où est-ce que vous pouvez trouver les éléments qui vous sont nécessaires, et je pense que d'ores et déjà, en fait, c'est déjà ici quelque chose qui est tout à fait, on va dire, satisfaisant et qui vous permettra comme ça de réussir tout simplement en vous familiarisant avec le code. Je pense que c'est l'aspect essentiel. Il faut vraiment, par rapport à ces éléments-là, faire les différents éléments. Alors, bien sûr, ces différents conseils, il y a beaucoup de conseils qui peuvent vous être prodigués ici ou là. Il faut que vous puissiez faire ça. Donc, gagner du temps. Et puis, régulièrement, contacter quelqu'un, moi je le fais pour les étudiants de ma prépa, bien sûr, pour essayer de déterminer une sorte de calendrier de travail, de l'adapter au fur et à mesure, quelque chose qui s'adapte. L'important, une nouvelle fois, Brahim, c'est de composer au fur et à mesure. Alors,
Par rapport à la formation, donc Ange, vous me posez une question, donc ça me permet de vous saluer également. Combien coûte la formation? Il y a tous les tarifs de la formation Subbaro sur le site subbaro.net. L'idée, c'est que la préparation estivale, je crois qu'elle est à 2500 euros. Mais il y a tout un système de liste de réduction. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'est engagé dans une démarche un petit peu particulière où on propose un tarif exceptionnel pour les étudiants boursiers qui bénéficient de 35% de réduction. En plus de ça, vous avez accès aux cours en vidéo. On insiste beaucoup pour les cours sur place, quand bien même on voit très bien que nos concurrents ici ont décidé un petit peu d'abandonner ce terrain-là, parce que c'est vrai que c'est pas rentable, donner des cours sur place en ouvrant différents campus. On le fait quand même parce que d'un point de vue pédagogique, c'est largement préférable. Il y a un tarif boursier, donc ça c'est utile. Assister aux cours, c'est pas une redite d'un fascicule, d'un support pédagogique qui est extrêmement qualitatif et exhaustif. On traite l'essentiel et on compose immédiatement un exercice. Donc, il y a un tarif spécial boursier. Les étudiants qui ne sont pas boursiers, il y a des systèmes de liste de réduction. On se débrouille assez facilement pour avoir une réduction de moins 30%. Si vous voulez en discuter, etc., n'hésitez pas à envoyer un mail, soit par le biais de cette page, soit par info de Subbaro. On arrive à des réductions en moins 30%, sachant qu'on a 4 campus, Lille, Aix, Lyon et Paris. Ici, donc, c'est quelque chose qui est tout à fait utile. Alors, Nicodime, on se connaît bien, on se connaît depuis plusieurs années. Si vous ne passez pas la prépa à la fin du M1, est-ce que la note de synthèse, vous pouvez l'assimiler alors que vous n'en avez jamais fait? Alors, si vous passez le CRFPA à la fin du M1, vous avez une préparation estivale qui vous est proposée. Il va falloir que vous choisissiez, Nicodime, la prépa qui vous convient le mieux. À ce titre-là, il y a différentes formes de prépa. Il y a des prépas qui sont un petit peu qui reproduisent le système universitaire, parfois même qui sont organisées par les universités elles-mêmes. Il y en a d'autres ici qui essaient une pédagogie qui est spécifique. Si vous faites appel à nos services, l'idée de façon générale, c'est on va passer énormément de temps à essayer de trouver la méthode qui vous convient le plus. Une fois qu'on la tient, on va voir quel est l'objectif chiffré par rapport à la note de synthèse. Une note de synthèse ne doit pas vous faire perdre de points. Elle doit même vous en rapporter quelques-uns. On se méfie davantage des preuves de procédure. Mais quoi qu'il en soit, ici, en 7 semaines de préparation, très intensive, oui, on peut se préparer. Et même quand on découvre un des exercices, on a le temps d'arriver jusqu'au bout parce que vous avez du temps justement pour assimiler les connaissances. Mais il faut véritablement, quasiment, consacrer son été de façon assez monacale à ne travailler que là-dessus, en faisant attention au temps de récupération également. Donc, c'est possible, mais ça suppose aussi de votre part de faire beaucoup de sacrifices. Ce sont des sacrifices humains qui sont parfois assez difficiles à effectuer. Brahim, vous avez une seconde question, c'est très bien, vous pouvez. L'utilité de lire la jurisprudence pour bien comprendre le droit. Alors, c'est délicat. Alors, c'est d'autant plus délicat que je sais que je connais votre spécialité. Donc, je vais vous répondre oui et non. Je vais quand même un petit peu spécifier. Dans certaines matières, la jurisprudence, elle est tout à fait essentielle. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel d'Aix concernant, je l'ai partagé sur les réseaux, concernant la notion de dépendance qui a été introduite en droit des obligations. Là, c'est utile de comprendre une notion nouvelle au regard de la jurisprudence. Mais il y a un certain nombre de notions qu'on connaît déjà, sur lesquelles on travaille assez régulièrement. Connaître beaucoup de jurisprudence, ce n'est pas d'une grande utilité dans certaines matières. En procédure pénale, on doit faire, et en procédure de façon générale, un raisonnement assez apuré, parce qu'en 2 heures, on n'a pas le temps d'aller au-delà. C'est-à-dire le droit, la loi, et ensuite on applique directement. Dans d'autres domaines, par contre, la jurisprudence est tout à fait essentielle. Droit administratif, et puis dans certaines des composantes du droit européen. Là, la jurisprudence, pour comprendre les aspects du droit, elle est essentielle parce que ça permet d'éclairer sur un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres particuliers. Donc, difficile de faire une réponse stéréotypée. Si on pensait de façon générale, je vous dirais, pour les matières très légalistes, droit pénal par exemple, également le droit social, c'est-à-dire matières qui vont suivre le cours de la loi, droit des affaires, et également le droit civil, en retranchant dans le droit civil, bien évidemment, le droit de la famille. Là, l'apport de la jurisprudence n'est pas absolument essentiel. Il l'importe dans certains cas, mais il n'est pas essentiel.
dans d'autres domaines. Je mettrai le droit de la famille avec le droit administratif, par exemple, parce que sur les aspects, en tout cas, qui ont trait à la filiation, la jurisprudence est tout à fait importante, essentielle. Eh bien, là, dès qu'on a une matière qui est comme ça, ou encore une matière qui a été récemment modifiée, l'apport de la jurisprudence, il est tout à fait important. Voilà un petit peu ces différents éléments, ou ce sur quoi on peut justement évoquer ces différents paramètres. Voilà, alors, s'il n'y a pas d'autres questions dans l'immédiat, ce que je vous propose, c'est peut-être à nouveau de vous proposer un nouveau ici Facebook Live, parce que ça permet comme ça d'échanger. En amont, certains m'ont justement envoyé des mails pour me dire, voilà, j'aimerais bien que vous soyez abordé ces différentes questions. Et c'est vrai que dans tous les mails, sans exception, il y avait cette idée de gestion du stress. Cette idée de gestion du stress pourrait faire l'objet d'un Facebook Live à part, parce qu'il y a des aspects qui ont trait à cette préparation, mais pas que. Hein. La gestion du stress, c'est pas que trait à la préparation. Il faut apprendre à se connaître, première phase. Deuxième phase, il faut accepter un élément, c'est-à-dire accepter la douleur. Ce que j'entends par là, c'est accepter la douleur. C'est d'une façon assez simple. Si vous choisissez une préparation, je pense qu'il faut que vous vous prépariez à quelque chose, de vous dire, j'ai un objectif, mais pour réussir cet objectif, je suis prêt à consentir un certain nombre de sacrifices, qui sont des sacrifices qui ont trait à votre été, mais en contre-exemple, dites-vous bien que l'année suivante, ça va être de la régalade, et que même cette année-là, décembre, vous obtiendrez justement une réponse positive à votre examen, et que vous allez avoir justement ce mois-là pour consacrer à faire la fête et rattraper un petit peu le temps perdu, qui n'en est pas véritablement. Il y a aussi un aspect où intellectuellement, on assimile un grand nombre de connaissances en assez peu de temps, et où finalement, intellectuellement, il y a une certaine fierté qui ressort d'une préparation qui est une préparation poussée. Donc voilà pour ces différents aspects classiques. Quid de la note de synthèse? Quelques astuces pour la note de synthèse. Alors, on peut donner quelques astuces pour la note de synthèse. Je pense que ce serait plus, on va dire, judicieux de faire un nouveau Facebook Live. Disons que sur la note de synthèse, c'est assez simple. D'abord, premier temps, il faut que, Adnan, vous trouviez votre propre méthode. Il y en a plusieurs qui vous sont proposés. Alors, ouais, j'ai vu apparaître certaines personnes qui donnaient des noms très, très compliqués à des méthodes qui existent depuis des années. C'est vrai que c'est peut-être intéressant. Moi, je pense que on peut simplement résumer les choses de la façon suivante. C'est les méthodes qui sont les méthodes dogmatiques, la méthode grammaticale, la méthode également la méthode littérale, on va dire les méthodes de façon générale scientifique, voilà, avec un certain type d'ordre de lecture, ou encore on lit rapidement un mot avec des lectures transversales, etc. J'ai beaucoup oscillé, moi, pour chercher, parce que c'est une question qui a trait à la maturité juridique, d'autres aspects aussi, c'est le fait d'avoir préparé le CRFP1. Pour ma part, je l'ai passé 2 fois avant de commencer à travailler en prépa, de le réussir quand même, mais avant de travailler en prépa, et par la suite, véritablement, de faire évoluer les choses. Et puis, il y a les méthodes pragmatiques. Pour ma part, je suis plus adepte d'une méthode pragmatique. Une méthode pragmatique assez simple. J'interviens assez tard pour la préparation de la note de synthèse, ou 3-4 notes de synthèse minimum. À ce moment-là, je propose un nouvel ordre de lecture, un travail autour de la page de garde qui est essentiel. Et c'est de ce travail autour de la page de garde, sans faire preuve d'autorité sur le plan, d'autres le font, où il va résulter justement une grille de lecture où je me dis quelque chose qui est simple. Pour ma part, mon attention chute considérablement au bout de 40 minutes. Donc du coup, les 40 premières minutes sont décisives pour la lecture. Au bout de 40 minutes, je continue à lire et à surfer sur les différents articles, différents éléments qui sont comme en de synthèse, une petite trentaine de minutes maximum. Puis je passe au plan, et je passe énormément de temps sur le plan. Il faut un plan qui soit extrêmement structuré et qui véhicule une problématique. Ça, c'est véritablement des aspects essentiels. Il vous faut véritablement un bon plan, des titres qui sont des titres assez cohérents. Il y a des plans types qui existent et qui sont justement tout à fait utiles et satisfaisants. Donc, je crois véritablement que c'est sur la note de synthèse, il faut, lors de votre préparation, essayer de faire plusieurs éléments. Composer régulièrement, même si vous n'y arrivez pas. Au début, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être, si Anna, vous rencontrez des difficultés,
faire la chose suivante. Vous composez intégralement la note de synthèse et au bout de 5 heures, vous tracez un trait sur votre copie, puis vous continuez un petit peu pour la terminer. Ce qui permettra de dire au correcteur, voilà, je me suis arrêté là, donc là, ça vaudrait à peu près ça comme note, et voici la suite. Parce que ça, si vous faites ça, par exemple, chez nous, ce qui se passera, je vous convoquerai à ce moment-là immédiatement pour vous dire, bon, alors, votre note de synthèse qui va passer la longueur, donc on va travailler d'abord ça. Là, c'est important, parce que si vous finissez pas votre note de synthèse, vous devez vous attendre à une note catastrophique. Il y a quelques erreurs à ne pas commettre. Donc, à défaut, il faut la finir, rester neutre et être rigoureux. Si vous avez ça comme qualité déjà, on n'est pas loin de la moyenne. Maintenant, il y a d'autres éléments, bien évidemment, à réussir pour le mieux, justement, parvenir au résultat. Donc, vous débarrassez, comme je disais, des indésirables, gérez le stress, également dans la préparation des écrits, ce que je vous ai dit, véritablement optez pour ce qui vous est le plus favorable. Je terminerai quand même par un dernier point que je souhaitais voir aborder, qui a été une question qui a été posée. Est-ce qu'une préparation est indispensable? Alors là, la réponse est non. Et est-ce qu'il faut faire, quand on a choisi une préparation, nécessairement une prépa sur place? Alors là, je vous dis non parce que c'est un élément qui est particulier. La prépa, elle vous sert à quelque chose qui est très précis, c'est que durant l'été, vous allez suivre des cours. Suivre des cours pendant l'été, c'est un cadre. Le cadre est extrêmement rassurant, motivant et justement va vous aider. Donc choisissez le cadre dans lequel vous vous sentez bien. Ça va vous permettre de vous préparer le mieux possible et de réduire l'aléa qui est lié à l'examen. Parce que pendant l'été, c'est toujours difficile de se préparer. En plus, en dehors de ça, parfois, certains n'ont simplement pas la possibilité de pouvoir se préparer. À la maison, ce n'est pas représentatif. D'autres ont une grande rigueur personnelle. Parviennent, c'est pas mon cas, parviennent, quand ils restent chez eux, à travailler 8, 9 heures par jour, etc. Moi, pour ma part, quand je reste travailler chez moi, très rapidement, je me retrouve devant les anges de la télé-réalité ou encore à venir à téléphoner ou à chercher des sketchs de Pierre-Emmanuel Barré sur les réseaux. Enfin bon, bref, de faire tout autre chose que ce que je cherchais à faire au départ. Donc, mon idée de façon générale, c'est que il faut bien se connaître, mais bien se connaître, ça suppose de faire justement ce qui est bon pour vous. Derrière ça, l'argument financier, il est important, mais je pense qu'il faut le prendre de façon différente. Certes, une préparation a un coût, mais en même temps, quel est le coût d'une année blanche? Ce que j'entends par là, c'est qu'une préparation va renforcer vos chances de réussite. Mais si vous ne faites pas de préparation et que vous ratez alors que vous auriez réussi avec une préparation, l'idée c'est quoi? C'est que vous allez passer un an à faire des stages, à vous réinscrire à l'IEJ, à vous poser des questions et surtout, le fait, et certains d'entre vous, je sais que c'est le cas, qui n'ont pas réussi une fois ou deux fois à l'examen, qui le passent pour la dernière fois par exemple, psychologiquement c'est difficile. Psychologiquement, il vous faut un soutien, c'est-à-dire un véritable coaching de ce point de vue-là, pour à la fois gérer le stress et surtout, je vous disais, une fois qu'on a compris qu'on allait souffrir à un moment donné, c'est de savoir utiliser cette souffrance parce que on sait que cette souffrance est destinée à parvenir à un but. Et le but, il doit être précis. Le but, il est beau et la souffrance ne doit pas vous permettre, doit vous empêcher justement d'avoir cette souffrance à proprement parler. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de continuer avec vos commentaires, simplement à me poser vos questions ou de nous contacter à Subbaro si vous souhaitez en savoir davantage. Et puis, on essaiera de fixer un nouveau rendez-vous la semaine prochaine, pourquoi pas, pour évoquer, je ne sais pas, il y a eu pas mal de questions quand même sur la note de synthèse, peut-être également sur le droit des obligations, l'option, ou encore cet élément qui a trait à la gestion du stress. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos questions et bien évidemment, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.